Bonjour, sur le site internet www.lesud83fr, il existe une rubrique politique appelée La vie politique sénoise. C'est donc dans ce cadre très précis que j'ai réalisé une interview dans le cadre des futures élections municipales de 2014. Voici donc l'interview de Daniel Canepa, réalisée le mercredi 20 novembre 2013 à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Alors nous sommes le mercredi 20 novembre 2013, retour à la Seine-sur-Mer. Il y a aussi les élections municipales de 2014, on est là pour ça. Je suis dans une permanence électorale, c'est la première fois que je vois cette personne. D'abord je suis ravi qu'elle m'accueille. Je vais lui demander, comme je fais d'habitude, de vous présenter. Bonjour. Bonjour, Daniel Canepa, donc je suis en effet candidat pour être élu au mois de mars prochain, en mars 2014, élu maire de la Seine. C'est pour moi véritablement un chemin extrêmement particulier, puisque, je le rappelle, j'ai été préfet du Var entre 1999 et 2002. Ensuite, j'ai été au cabinet de Nicolas Sarkozy, où je dirigeais une partie du cabinet, notamment sur les problèmes de sécurité. Et puis ensuite, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, une très belle région de France. Et enfin, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, pour construire le Grand Paris. Et je suis venu à la Seine parce qu'il y a aussi beaucoup à construire et cela m'intéresse. Justement, on va détailler tout ça. Alors, moi j'aimerais vous dire d'abord que je suis ici avec le site internet Sud83fr. Comme je vous l'ai dit, c'est un site politique de la Seine-sur-Mer et qui donne justement la parole à toutes les personnes qui figurent dans la fameuse rubrique désormais célèbre, je l'espère, la vie politique sénoise. Alors la vie politique sénoise, la vie politique en général, pour moi c'est un point très important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai l'ambition de faire de la politique autrement, de faire de la politique ouverte, de faire de la politique pour les citoyens, de faire de la politique qui n'est pas partisane, mais qui est engagée au service de l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle je me présente sans étiquette, sans cacher mes convictions personnelles divers droite. J'ai la conviction que se présenter à une élection municipale, c'est un véritable contrat de confiance entre un homme, une équipe et l'ensemble de la population. Et c'est véritablement un engagement à 100%. Cela veut dire aussi qu'on ne fait pas de la politique pour avoir d'autres ambitions que celles pour laquelle on est élu, c'est-à-dire de servir les Sénois et les Sénoises. On ne cherche pas d'autres mandats, on cherche à s'investir pendant 6 ans, la durée du mandat, de façon à faire bouger les choses. Alors justement, je vous l'ai dit en préparant, c'est donc ce qu'on appelle une interview longue. Ça permet également de vous découvrir en tant que personne, en tant que candidat, tête de liste, et puis justement de détailler d'une manière la plus complète possible votre programme. Alors on a préparé certains thèmes, bien sûr vous aurez toute liberté justement d'une part de nous apporter votre éclairage sur les thèmes, mais également d'intervenir sur les choses sur lesquelles vous voudrez vous aussi intervenir. Nous sommes bien d'accord ? Nous sommes tout à fait d'accord et je vous remercie sincèrement de me donner l'occasion de m'exprimer de manière claire, la plus complète possible, sur des thèmes qui me tiennent à cœur parce qu'ils tiennent à cœur aux Sénois. Et ils vont donner surtout votre éclairage sur ces thèmes. On va commencer, puisque j'ai, je vous l'ai dit, posé les mêmes questions aux personnes que j'ai déjà interviewées de cette manière-là, donc de cette manière longue. Et on va commencer donc par justement les finances et puis les impôts. Alors, vous rentrez dans le vif du sujet parce que les finances, la fiscalité locale, c'est un sujet qui est au cœur de toutes les conversations et des inquiétudes d'ailleurs des habitants de la Seine, parce que nous sommes extrêmement pénalisés au niveau de la fiscalité locale. Les taux sont pratiquement au plafond. Il y a quelques mois, toutes les abattements qui étaient opérés jusqu'à présent ont été supprimés par le conseil municipal actuel, par la municipalité, si bien que certains se trouvent aujourd'hui fiscalisés dans des conditions qui sont lourdes et pénalisantes compte tenu de leurs revenus. Ce qui m'inquiète,
m'inquiète vraiment, c'est que nous sommes dans une situation totalement injuste. Le poids de la fiscalité fait que certains, malgré leur attachement à la ville de la Seine, envisagent de quitter la Seine. Les plus aisés peuvent le faire, ils peuvent vendre leurs biens et en acquérir un autre dans une ville voisine. Les plus pauvres sont obligés de rester parce qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir quitter la ville. Si bien que, je le rappelle là, 55% des habitants aujourd'hui ne sont pas imposables, 45% le sont. Cette tendance, ce déséquilibre, ne peut que s'aggraver si l'on continue sur cette base. C'est-à-dire que bientôt, on aura 60% de gens qui ne sont pas imposables, 40, puis 35 qui sont imposables. Le poids va être de plus en plus lourd sur ceux qui restent et ce n'est pas admissible. La fiscalité trop lourde est de nature à empêcher d'autres de venir à la Seine. Et là, c'est grave. C'est la raison pour laquelle tout candidat, quel qu'il soit, doit avoir une règle importante. C'est de s'engager d'abord à ne pas continuer sur cette voie-là, c'est-à-dire à augmenter les impôts. Il doit s'engager également, au-delà de la stabilisation, dans la durée du mandat, à réduire cette pression fiscale. Et le troisième engagement, qui est fondamental, c'est d'assurer une justice de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont surimposés, ils doivent avoir un service public de qualité totale. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Il est important que non seulement on stabilise les impôts, non seulement on vise à les abaisser, mais qu'on soit extrêmement exigeant pour que le service soit rendu à la population, soit à la hauteur des sacrifices qu'ils font au niveau fiscal. Alors tout ceci, on va le développer bien sûr au fur et à mesure des différents thèmes qu'on a choisis. On continue avec un autre thème qui est là, je vous dis, c'est les mêmes questions que j'ai posées donc aux personnes que j'ai déjà interviewées. Je continue à poser donc ces mêmes thèmes. On va parler de la valorisation du littoral puisque nous sommes quand même au bord de mer. Merci. Merci encore une fois de poser cette question. Elle est fondamentale là aussi parce que nous sommes dans une ville, la seule ville de la Méditerranée qui a 25 km de côte, autour de la plus belle rade d'Europe et sur la mer Méditerranée à la fois, c'est-à-dire sur les deux versants. C'est une richesse, c'est une matière première qui est totalement inexploitée ou plus précisément sous-exploitée. Mon intention, c'est de mettre au cœur de mon programme la mer dans tous ses états. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matière première, on va l'exploiter de différentes façons. On va l'exploiter avec un clin d'œil au passé, mais un clin d'œil au passé qui n'est pas prisonnier du passé, mais qui regarde vers l'avenir, c'est-à-dire d'assurer la maintenance des bateaux, de faire en sorte que les yachts viennent en hivernage sur nos côtes, c'est-à-dire de réaliser ce que nous attendons depuis plus de 10 ans, un vrai port de plaisance, mais un vrai port de plaisance qui soit manifestement utile pour le développement économique de la ville, que ce ne soit pas un port de plaisance dortoir. Donc oui, nous avons cet état de la mer, et nous en avons d'autres états de la mer. Nous avons toute la dimension du tourisme. Cette dimension du tourisme qui peut se développer au niveau des Sablettes, qui est un endroit merveilleux, splendide, et qui doit retrouver son lustre d'antan. Je rappelle que le tourisme n'était pas un gros mot du temps de Michel Pacha. Il ne doit pas l'être, ça doit être aussi un lieu de construction de l'avenir. Nous avons aussi au niveau de la mer un certain nombre d'exploitations qui peuvent se développer. L'utilisation du littoral, l'utilisation de la mer au travers des produits de la mer et de leur déclinaison. Nous pouvons faire de la recherche, de l'enseignement de haut niveau sur ce territoire. Nous sommes, je le rappelle, dans le pôle mer, qui est un pôle majeur et qui ne doit pas rester seulement cantonné à Olioul sur l'ancien marché aux fleurs, mais qui doit se rapprocher de la mer, de Brigaillon, qui doit se rapprocher du centre-ville de la Seine et qui doit être aussi tout le long de la corniche. Le thème juste après, et qui, vous l'avez d'ailleurs effleuré, ça concerne la grande
plaisance. Oui, je crois à la grande plaisance. Je crois d'abord qu'il y a les conditions d'un accueil pour retenir les gens à la Seine. Je suis un peu déçu de la façon dont sont accueillis les croisiéristes à la Seine aujourd'hui. Demain, ils doivent être accueillis pour leur plaisir, mais aussi pour l'intérêt du cœur de ville. Il doit y avoir des produits qui doivent être vendus. Et il y a un produit de qualité qui doit être vendu, c'est le produit La Seine. On peut le faire parce qu'il y a un patrimoine qui peut être mis en évidence, parce qu'il peut y avoir des activités qui peuvent être créées et mises à disposition des croisiéristes, parce qu'il peut y avoir aussi, je dirais, des événements culturels. Tout ça doit être réuni de façon à non seulement faire venir sur le territoire de la Seine les croisiéristes qui ont trop tendance à être emmenés directement en car à Sanary, partout dans le Var, avec c'est bien, mais pourquoi ne consacrerait-il pas une demi-journée, voire une journée, à la Seine et à découvrir les richesses, pour peu que la ville contribue à les mettre en valeur. Moi, je crois à la grande plaisance aussi parce que nous avons, au-delà des croisiéristes, des capacités d'accueil sur ce territoire pour des yachts. Je le disais tout à l'heure sur le plan économique, mais c'est aussi vrai pour qu'ils viennent aborder ici. Il y en a déjà. Il y a de la place pour en avoir plus encore demain. Encore faut-il que l'environnement immédiat où sont les yachts soit agréable, soit attractif, et c'est ce à quoi il faut s'employer. Je suis sûr qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de friches industrielles qui doivent être réhabilitées, qui doivent être transformées en lieux de culture, en lieux de ressources au niveau de l'ensemble des croisiéristes, des amateurs de grande plaisance, ressources commerciales, ressources d'accueil. Il faut y remédier le plus rapidement possible. Il faut faire revivre la Seine pour que la plaisance y trouve du plaisir et contribue au développement économique de la Seine. Très bien, on passe au thème suivant, puisque je vous l'ai dit, on a donc un certain nombre de thèmes à voir ensemble. Ça va s'articuler en deux choses, qui peuvent être interprétées soit différemment, soit complémentaires, sport et jeunesse. La Seine, c'est une ville jeune. C'est donc une ville d'avenir et c'est une ville qui doit construire son avenir pour les jeunes. Je crois que nous avons au sein de l'équipe un groupe de jeunes qui est en train de réfléchir et d'exprimer ce qu'ils attendent de la Seine. Je commencerai par l'accueil des plus petits, notamment dans les crèches. Il y a nécessité d'avoir des places supplémentaires pour les accueillir dans les meilleures conditions. Il doit y avoir des écoles qui doivent être dans certains cas remises à niveau et puis une attention particulière à l'équilibre entre le scolaire et l'extrascolaire, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, puisque les finances locales, ici comme ailleurs, sont dans une situation compliquée. Mais il faut le faire parce que c'est un investissement pour l'avenir. Je crois que la Seine doit se projeter dans son avenir au travers de la jeunesse. C'est aussi l'emploi, c'est-à-dire la formation d'abord, la formation des jeunes en adéquation avec nos ambitions pour le développement économique. Il doit y avoir des formations adaptées. Je suis étonné que le CFA de la mer aujourd'hui n'ait pas reçu des jeunes pour les former aux différents métiers liés à la mer. Il faut véritablement travailler cette question. La mer, comme je le dis, est notre matière première. Il doit y avoir des implantations nouvelles, il va y en avoir, des implantations d'entreprises, et donc il faut préparer nos jeunes à aller dans ces entreprises, à utiliser le CFA de la mer et à être plus ambitieux encore. Je réclame, et je réclamerai quand je serai maire, l'implantation d'une antenne universitaire liée à la mer avec un centre de recherche. Nous en avions un avec l'Université de Lyon dans la maison de Michel Pacha. Aujourd'hui, cela est fermé. C'est d'une tristesse à pleurer. Il faut retrouver une capacité de formation de haut niveau liée à la mer et de recherche. Nous avons des instruments pour cela. Je pense à Ifremer.
nous avons des grandes entreprises qui sont liées à la mer. Il faut capitaliser sur ça. Je le disais, là aussi, il y a le pôle mer. Le pôle mer, c'est pas seulement des entreprises, c'est aussi de la formation de nos jeunes. Vous savez, la jeunesse n'a qu'une aspiration, c'est de rentrer dans la vie active dans les meilleures conditions. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la société n'existaient pas lorsque moi-même j'étais jeune parce qu'on n'avait pas d'inquiétude sur notre avenir en matière d'emploi. Aujourd'hui, ils ont cette inquiétude. Il faut véritablement les accompagner pour qu'ils aient les moyens de ne plus avoir cette inquiétude grâce à une formation, grâce à l'implantation de nouvelles entreprises. Je pense que c'est essentiel. Et puis la jeunesse, c'est pas seulement cela, ce sont des logements pour les jeunes en centre-ville. Je persiste et signe en disant qu'il faut que nous reconvertissions un certain nombre de logements en centre-ville pour les étudiants, pour les jeunes, parce que ce sont eux qui vont faire vivre le centre-ville le soir. Le centre-ville, il est endormi le soir dès que 17h, 19h sont passées. Il n'y a plus grand monde dans les rues. Mettons des jeunes, vous verrez, il y aura du monde, il y aura de l'activité économique. Ça va bouger. Très bien, alors on passe donc à un autre thème. J'ai eu des réponses d'ailleurs assez différentes sur ce thème-là. Ça concerne la police municipale. Il y a un sentiment d'insécurité à la Seine. J'ai vu ce matin dans la presse que la police nationale faisait une enquête auprès du commerce local. Moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis que la police nationale soit à l'écoute de la population. C'est une bonne chose. Et si elle est vraiment à l'écoute, elle s'aperçoit qu'il y a véritablement un sentiment d'insécurité qui existe et sur lequel nous devons ensemble, de manière coordonnée, intelligente, efficace, faire en sorte que ça doit disparaître. Alors, police nationale, et vous me disiez police municipale. Bon, la première chose, c'est que je rappelle que le maire est officier de police judiciaire et qu'à ce titre, il doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que la sécurité doit être un des points majeurs sur lesquels il doit se pencher. Comme je l'ai dit pour l'emploi, sur la sécurité, il doit être présent. Il doit être présent d'abord en état de confiance avec sa police municipale. Il doit lui donner un encadrement compétent, un encadrement engagé, un encadrement présent. Il doit donner des moyens au niveau matériel de façon à ce que la police soit sûre d'elle-même. Il doit être intransigeant. Intransigeant, la tolérance doit être zéro, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de petits arrangements entre amis. La police municipale doit être au service de l'ensemble de la population. Il doit y avoir des objectifs, des directives claires. C'est d'être en mesure d'assurer la sécurité à tout moment. La sécurité dans tous ses états. Je veux dire simplement que la police municipale doit être rassurée, les personnes âgées, lorsqu'ils veulent sortir le soir dans le centre-ville. Ils doivent être présents. On doit être présent au niveau de la police municipale aux heures qui sont les plus difficiles, c'est-à-dire en fin de soirée, en début de nuit. Il doit y avoir des brigades qui sont prêtes à intervenir. Il doit y avoir des moyens techniques qui sont déployés. Je suis très heureux qu'enfin, on ait souhaité mettre quelques caméras de vidéoprotection. Il a fallu attendre longtemps, trop longtemps sans doute. Mais enfin, elles y sont, je m'en réjouis. Simplement, il faut peut-être en mettre un peu plus. Et surtout, avoir derrière les caméras des gens en permanence et puis qu'il y ait une brigade d'intervention immédiate de façon à bien montrer que les caméras ne sont pas simplement des regards jetés, mais des moyens de projeter une action. Je souhaite rétablir une brigade de l'environnement, car moi je trouve que cette ville est devenue une ville qui n'est pas la plus propre de l'agglomération et qu'il y a une place là aussi pour la fierté des Seynois à ce que l'environnement soit protégé. Donc une ambition qui va se traduire, je dirais, par une ouverture de postes au niveau de la police municipale. Je rappelle qu'il y avait 110 policiers municipaux lorsque la précédente municipalité a quitté ses fonctions. Il y en a aujourd'hui de l'ordre de 70. C'est 40 là qui manquent sur le terrain. Il manque de la présence continue. Il manque de la présence à certaines heures. Qu'il faut rétablir les données. Les postes doivent exister. C'est vrai que ça peut être contradictoire avec mon souci de modérer les effectifs de la municipalité. On va faire un appel à la candidature parce que peut y avoir au sein même des effectifs de la municipalité des gens qui seront intéressés par la police municipale moderne, au service des
citoyens, qui fait la fierté des citoyens et qui soit fière d'elle-même. Alors au niveau caméra de surveillance, on allait y venir puisque ça faisait partie d'un thème un petit peu plus loin. On l'a abordé maintenant, c'est parfait, c'est très bien. Il a un petit peu à voir avec la police municipale puisqu'on va parler également du personnel communal. Personnel communal, près de 1600 personnes, c'est 53% du budget. Je le dis très clairement, nous sommes dans un statut de la fonction publique locale. Les règles doivent être respectées. Mais si les règles doivent être respectées, les engagements de tout fonctionnaire municipal doivent aussi être respectés. Je le dis très simplement, il faudra que ce le soit. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a près de 300 personnes tous les jours qui sont absents. Alors 300 ne sont pas les mêmes, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technocrate les équivalents temps plein, mais ça fait que 300 personnes sur 1600 ne sont pas aujourd'hui au service de la population chaque jour. Il faut faire très attention à cela. Autant je suis, pour des raisons personnelles d'ailleurs, très soucieux des gens qui sont malades, qui connaissent la difficulté, autant je serai impitoyable pour les gens qui font semblant d'être malades et qui ne le sont pas. Par ailleurs, je crois aussi qu'il y a des dérives auxquelles il faut faire attention. Les véhicules de service sont faits pour le service, pas pour les personnes et pour faciliter leur vie quotidienne. Donc il faudra être très vigilant sur le parc automobile parce que ça fait partie aussi de l'exemple que doivent donner les employés municipaux vis-à-vis de l'ensemble de la population. Je le dis, je suis pour un management participatif. Ça veut dire de donner des objectifs, donner des instructions, d'assurer un encadrement juste et en même temps exigeant, parce que tout fonctionnaire d'État, mais aussi fonctionnaire municipal, doit se souvenir qu'il est payé par les impôts locaux et qu'à ce titre, il doit un service public de qualité et un engagement en fonction des horaires qui lui sont assignés et qu'il soit au service de l'ensemble de la population. Pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on gagne du respect, c'est comme ça qu'on gagne de la fierté de soi-même et du travail que l'on fait au quotidien. Donc, mon idée, c'est bien sûr, dans le temps, d'infléchir le nombre de fonctionnaires municipaux par non-remplacement d'un certain nombre d'entre eux, après leur départ à la retraite, parce que nous sommes largement au-dessus des normes des communes de même taille. C'est justement la question que je souhaitais vous poser au niveau des effectifs. Les effectifs doivent diminuer, mais tout candidat responsable ne va pas dire on va faire diminuer les effectifs comme ça, parce qu'il y a des statuts de la fonction publique. Donc ça ne peut se faire que dans le temps. Mais ce qui peut se faire immédiatement, c'est d'être exigeant vis-à-vis des fonctionnaires municipaux, comme nous serons, nous, équipes qui seront élus en mars, exigeants avec nous-mêmes. Très bien, on passe donc à un autre thème, et vous allez voir que ce thème, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à dire, ça concerne ce qui est aussi une composante d'une ville, la vie associative de la dite ville. Alors la vie associative, elle est très très importante. J'ai constaté d'ailleurs que la Seine était, de ce point de vue-là, extrêmement bien pourvu en associations, en termes de nombre et en termes de participants aux associations, qu'il y avait des sommes non négligeables en termes de subventions au niveau des associations. Je suis évidemment partisan d'accompagner, d'appuyer les associations et de le faire avec un souci d'équité et de justice. Parce que lorsqu'on donne des subventions, on donne pour des actions en faveur des membres de l'association, en faveur de la population. Donc ces actions doivent répondre là aussi aux orientations de la municipalité et doivent être réellement données ou dispensées au profit de la population. Par ailleurs, j'ajouterais que les associations vivent toujours dans une certaine inquiétude au niveau de leur accompagnement. C'est la raison pour laquelle je souhaite, au moins avec les principales associations, passer un contrat entre la municipalité et l'association, c'est-à-dire d'identifier
les objectifs que la municipalité souhaite voir poursuivis avec l'association et en fonction évidemment des objectifs de chaque association. Puis un rendez-vous annuel pour voir si tout se déroule convenablement. C'est-à-dire de modifier un petit peu le dialogue entre municipalité et association de façon à ce qu'il soit plus constructif et plus durable. Très bien, on va donc passer au thème suivant, et ça concerne justement donc certaines difficultés de circulation qu'on a dans cette ville, puisqu'on va parler maintenant des transports. Oui, je pense qu'on voit de quoi je veux parler, des transports, et puis auxquels j'ajouterais juste immédiatement derrière TPM, Toulon-Provence Méditerranée. Alors les transports, là aussi c'est un problème extrêmement important parce que je crois que les transports publics et collectifs doivent être améliorés. D'abord pour convaincre un certain nombre de nos concitoyens à mieux les utiliser, car on ne peut pas à la fois se plaindre des embouteillages et dédaigner les transports collectifs. Je crois qu'il y a quelquefois des contradictions. Encourager l'utilisation des transports collectifs et par conséquent en améliorer aussi le dispositif. Parce que plus il y aura de gens qui les utiliseront, plus on pourra être exigeant vis-à-vis de l'amélioration de ces transports collectifs. Les améliorer, je crois qu'il y a plusieurs types de transports collectifs. Il y a ceux qui sont aujourd'hui, qui font l'objet de lignes classiques qui doivent évidemment être poursuivis, ça va de soi. Je crois également qu'on doit améliorer aussi les transports scolaires, parce que là aussi c'est un point important et c'est de la responsabilité, j'allais dire, du collectif Conseil général et avec l'appui de la ville. On doit développer, parce que je crois beaucoup au transport maritime, car nous avons la chance d'avoir un espace naturel pour pouvoir conduire du transport collectif de manière en respectant le développement durable. Donc je crois que c'est un point important à développer. Et puis j'envisage d'avoir un transport, je dirais, de facilitateur ou de proximité au niveau de la municipalité, au profit des personnes âgées, au profit des handicapés, et donc d'améliorer la mobilité grâce au transport collectif par petites unités, et pourquoi pas de le faire avec des transports qui respectent l'environnement, c'est-à-dire des transports électriques en centre-ville. Très bien, on a effleuré un petit peu le sujet tout à l'heure. Puisque moi ça fait partie des thèmes qu'on a préparés, on va reparler un petit peu de la sécurité. La sécurité, d'abord, il faut la concevoir de manière globale. Vous savez, j'ai été auditeur à l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, puis j'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience, puisque j'ai été 35 ans sur les problèmes de sécurité. C'est un concept global. C'est aussi des mesures qui sont prises, des mesures au niveau de l'urbanisme. Il y a des urbanismes porteurs d'insécurité, des urbanismes qui rassurent. Il faut être conscient que tout ce qui conduit à des impasses, des immeubles qui sont mal construits, mal plantés, contribuent à l'insécurité. L'insécurité, c'est l'ombre, c'est la nuit. Je veux faire de la Seine une ville lumière, une ville qui est éclairée le soir, la nuit. Parce que, vous savez, la délinquance aime bien les coins sombres. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des coins sombres à la Seine. Mais la sécurité, c'est pas uniquement le problème lié à la délinquance, c'est aussi problème d'incivilité. Je dirais qu'il faut travailler sur ce problème d'incivilité. Moi, je suis très attentif à faire reculer ces incivilités du quotidien qui peuvent déboucher sur de la prédélinquance. Puis l'insécurité ou la sécurité, c'est pas uniquement les problèmes liés à la délinquance, c'est aussi les problèmes de sécurité civile, de protection contre l'insalubrité qui entraîne une insécurité au niveau du logement. Donc c'est tout ce concept global de la sécurité qu'il faut avoir en tête. Je rappelle que c'est au cœur des responsabilités communales. Nous savons que le code des communes donne la compétence au maire en matière de sécurité et d'insalubrité et de tranquillité publique, comme l'on disait au XIXe siècle. Et c'est un vaste sujet.
sujet que d'assurer la tranquillité publique. C'est quelque chose qui doit être partagé entre une volonté totale de l'équipe municipale et partagée avec l'ensemble de la population qui doit retrouver, je dirais, le courage de faire les réflexions nécessaires aux jeunes qui crachent dans la rue, de retrouver le courage d'aider une personne âgée à traverser, d'être respectueux au niveau des équipements vis-à-vis des handicapés. Tout ça fait partie aussi de la sécurité parce que c'est la tranquillité publique qui en dépend. Très bien, on continue avec un thème qui est un petit peu complémentaire justement de l'habitat, puisque c'est aussi une question que j'ai posée donc à toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Faut-il refondre le PLU ? Alors le plan local d'urbanisme, si vous voulez, bien sûr c'est un vaste sujet. Je crois que c'est en fonction des objectifs que nous avons que nous pouvons répondre à cette question, c'est-à-dire faut-il ? Bien sûr. Mon objectif en matière d'urbanisme, c'est de bien identifier, si vous voulez, les différents quartiers, les différents villages, les différentes villes qui constituent la Seine. Je veux les réconcilier dans le respect de leurs différences. Je crois qu'il y a aujourd'hui ce que j'appellerais un grand centre-ville. On a l'habitude de parler du centre-ville comme le centre ancien. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le centre-ville soit élargi et que le centre-ville soit le centre-ville d'une ville de 65 000 habitants, de la deuxième ville du Var, et qu'elle englobe, si vous voulez, non seulement le vieux centre, mais que ça aille finalement des portes de la ville que je situe au niveau de l'atelier mécanique, voire du fort de l'Aiguillette, enfin dans cette zone-là, jusqu'à la gare. Voilà, c'est ça le grand centre-ville, c'est le grand La Seine. Je souris parce que j'ai travaillé sur le Grand Paris, on va travailler sur le Grand La Seine. Et c'est cette zone-là qui a vocation à être agglomérée, à avoir une plus forte densité qu'ailleurs, à réintégrer, je dirais, les fonctions ou la diversité des fonctions économiques, commerciales, logements sociaux, logements libres, etc. Et assurer au sein de ce grand ensemble la diversité qui est nécessaire. Alors la porte, je disais une porte au niveau des ateliers mécaniques et des friches aujourd'hui de la CNIM, une autre porte au niveau de Brégaillon et de la gare, qui est un élément important, une autre porte au niveau d'Auchan et de ce qui est encore le quartier Berthe. Voilà, donc on voit bien qu'on a à avoir une vision beaucoup plus large et qui doit se traduire au niveau du plan local d'urbanisme. Comme on a une zone qui est merveilleuse, qui est tout le quartier sud, avec Tamaris, ses collines, sa protection, qui est une bonne chose, mais il faut que cette protection, ce soit une protection intelligente. On doit avoir, avec une évolution vers la VAP, une souplesse qui donne de l'intelligence aux règles et de la respiration pour être dans le respect de la qualité de ces lieux et en même temps permettre la vie pour ceux qui sont propriétaires ou locataires. Et puis la zone des Sablettes dans tout ce sud qui est une zone splendide, qui était le fleuron finalement du tourisme de l'agglomération pendant de longues années et qui a perdu un peu de son côté emblématique. Il va falloir lui faire retrouver cette ambition au niveau du tourisme, au niveau de la qualité de l'accueil. Et puis, il y a toute cette zone pavillonnaire, un peu plus loin, avec Marviveau et tout ça, qui est une ville où il fait bon vivre, où il y a des équilibres, et où il ne doit pas y avoir, là, de construction dense. On doit rester dans un tissu pavillonnaire de bonne qualité. Je crois qu'on a, non pas 5 villes, 5 quartiers, etc., mais on en a une qui a vocation à être plus urbaine, et puis une autre qui a vocation à être plus tournée vers le tourisme, vers le vert, vers la verdure, vers la nature et puis vers le côté pavillonnaire. Et c'est ces équilibres qu'il faut trouver et qui doivent être traduits dans le plan local d'urbanisme. Et c'est pour ça que je dis il faut déjà avoir une vision de la ville avant de construire le PLU et de le réviser. Alors justement, il y avait 2 thèmes qui terminaient un petit peu la liste des thèmes que j'ai. Je crois qu'on en a abordé un puisque le thème suivant c'était le centre-ville et je crois qu'on en a parlé. Et la question suivante, justement, c'est un petit peu par rapport à ce que vous venez de dire. Faut-il justement préserver
l'espace non construit. Bah oui, il faut des espaces de respiration. Vous savez, la Seine, pour moi, c'est ça peut paraître bizarre, mais c'est un bijou. Parce que quand vous regardez tous les espaces naturels qui ont été conservés, je dirais qu'il y a peu de villes de 65 000 habitants qui ont pu conserver ces espaces naturels. Le fort Napoléon et tout ce qui l'entoure, c'est un grand parc en plein cœur de la ville. Ces collines de Tamaris qui sont couvertes de verdure. Et puis la forêt de Janas, le cap Sissier, là, qui est une splendeur. Tout ça, ce sont des perles, bien sûr, à conserver. Conserver, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire de mettre sous un bocal. Ça veut dire de les faire connaître, de les faire partager par la population et par d'ailleurs les touristes qui viendront. Ça veut dire organiser à l'intérieur la façon dont on va s'en servir de façon à ce qu'il ne soit pas détruit, mais que les femmes et les hommes puissent en bénéficier. Moi, je crois qu'on est dans une ville qui a des atouts et qui a su les compléter, ces atouts. Le parc de la Navale, en bord de mer, ça n'était pas évident. Ça a été fait. Donc il faut qu'il y ait cet équilibre entre la densité nécessaire d'un cœur de ville, comme il y a dans la vieille ville, et puis ces points d'ouverture sur des espaces, de façon à ce que les deux se rencontrent. Comme il doit y avoir un lien extrêmement fort entre ce que j'appelle le grand centre-ville de la Seine, et puis le grand centre d'espace de respiration du sud de la Seine. Ce lien, ce merveilleux lien de la Corniche, qu'il faut évidemment remettre en état. Alors, ça fait 20 ans qu'on le dit. Moi, je m'engage pendant les 6 ans non seulement à le dire, mais à le faire au moins par tranche, parce que pour moi, c'est essentiel. Je sais comment je veux le faire, je le dirai plus tard. Et j'irai partout pour trouver les moyens de le faire, au niveau de TPM, au niveau du Conseil général, au niveau de la région, au niveau de l'État, au niveau de l'Europe. Et on y arrivera. Alors, je l'ai dit avant de commencer cette interview, qu'on avait une liste de thèmes et que, bien évidemment, vous pouviez, parce que c'est le but aussi, d'intervenir sur les thèmes qui vous sont chers, et justement je vous engage à le faire. Vous l'avez fait, c'est très bien, tant mieux. Et si vous avez d'autres choses à nous dire qu'on n'a pas préparées, on est là pour ça aussi. Moi je vais revenir, alors les thèmes sont terminés, je vais revenir un petit peu sur Joseph Miniti, puisque j'ai eu donc le privilège d'assister donc à l'inauguration de sa permanence. On a bien sûr sympathisé ensemble, je l'ai interviewé, j'ai relayé un petit peu son discours. Maintenant il est à vos côtés, on en a parlé justement tout à l'heure. Quel rôle Joseph Miniti, qu'on voit d'ailleurs sur les photos derrière nous, puisque je vous rappelle qu'on enregistre cette interview dans votre permanence, quel rôle a-t-il avec vous à vos côtés maintenant? Moi, je crois qu'on forme un duo d'une certaine façon, parce que Joe Miniti m'apporte ce qui me manque. Je suis désolé, ça me manque, je ne suis pas sénois. Mais je le suis par le cœur, je le suis par la volonté d'apporter, je le suis parce que je veux et j'aspire à être maire des Sénois, donc à vivre parmi eux. Mais je ne le suis pas et Joe l'est, donc je crois qu'on est en complément. Il connaît bien cette ville, il connaît bien les personnes qui y sont, et donc c'est un complément important. Un homme qui n'a pas d'ambition personnelle, si ce n'est d'apporter ses compétences, son savoir à cette ville pendant les 6 années qui viennent. Donc nous nous sommes retrouvés sur ce terrain parce que moi, ma vie professionnelle a été parfaitement réussie, en tous les cas par rapport à mes ambitions initiales. Donc je n'ai pas à retrouver au travers de ce nouveau mandat quoi que ce soit, si ce n'est une chose importante, c'est-à-dire de continuer à être au service de la population et à servir l'intérêt général différemment, mais pendant 6 ans encore. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous savez, lorsque le gouvernement a mis fin à mes fonctions au 31 décembre de l'année dernière, j'ai immédiatement essayé de recréer une activité, donc une activité privée en montant un cabinet de conseil. Mais j'ai bien senti très vite qu'il me manquerait une dimension
mission qui fait ma vie, c'est-à-dire l'intérêt général de servir les citoyens. Très bien. Alors, je crois que nous allons conclure. Vous l'avez fait en partie. Je vous répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes donc interrogé dans le cadre de la campagne municipale 2014 par le site internet le Sud 83 FR, dans une rubrique très particulière dans laquelle vous apparaissez, qui s'appelle La vie politique sénoise. Il y a bien sûr la photo de toutes les têtes de liste dans ce site, ainsi que bien sûr le podcast radio que je représente aussi, qui va permettre justement de pouvoir vous entendre et d'une manière la plus complète possible. Bien entendu, il faut quand même respecter un petit temps et une petite durée, de manière à ce que tout ceci soit, puisse être écouté et relayé par le plus grand nombre de personnes. Je voulais vous remercier donc de nous avoir consacré quelques minutes. Un petit mot de commentaire quand même et de conclusion. Écoutez, tout d'abord, c'est pour moi un plaisir de pouvoir m'exprimer, parce que on a besoin, dans une société qui est de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée pour chacun de nos concitoyens, c'est important de parler du projet, mais de parler avec le cœur, d'avoir le sentiment ou de souhaiter partager une vision, une ambition, et de répondre à des habitants qui ont la fierté de leur ville, mais qui sont aujourd'hui un peu désespérés. C'est important aussi de faire de la politique autrement, c'est-à-dire de ne pas être lié par les orientations qui viennent du niveau national, mais d'être entièrement libre, d'être au service et à l'écoute des habitants, et de pouvoir leur rendre la confiance qu'ils ont mis en vous. Je crois que tout ça est un point essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de ce que j'ai pu dire au cours de cette interview, qui sont véritablement des forces qui m'animent et qui animent l'ensemble de mon équipe, je mettrai à la disposition de la population et des électeurs ce que j'appelle en souriant des perles du programme, et que l'on essaiera de distribuer de manière totalement ouverte tout le long de ce grand littoral qui est notre ville de la Seine. Je vous remercie de nous avoir reçus. C'était donc le grand interview, et puis bien évidemment la campagne ne fait que commencer, non, puisque nous on y est depuis avril déjà maintenant, et donc il nous reste encore 4 mois. Je pense qu'on aura d'ici là l'occasion de se revoir. Avec beaucoup de plaisir et toujours d'ouverture. À la date du 21 novembre 2013, voici donc les autres personnalités figurant dans cette rubrique La vie politique sénoise et pouvant aussi faire l'objet d'une interview dans ce cadre très précis. Marc Villemot, actuel maire de la Seine-sur-Mer, Parti socialiste. Philippe Vittel, UMP. Jean-Pierre Collin, Union de la droite et du centre. Gilbert Péréa, association Sauvons la Seine. Damien Gutiérrez, Front National. Je serai ravi de pouvoir interviewer ces autres personnalités dans les mêmes conditions. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.